On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des travailleurs de la santé qui doivent se fusionner avec l'arrivée du nouveau territoire du 6 Montérégie-Centre. Mais d'abord, on dresse un peu le portrait, l'état de la situation dans l'immobilier, notamment la revente de maisons. Toujours intéressant à ce moment-ci de l'année de dresser un peu le portrait, l'état de la situation du marché immobilier sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu ou du Haut-Richelieu en général. On est souvent dans un moment de l'année où les gens qui veulent peut-être, disons, accéder à la propriété commencent à vouloir acheter des maisons, on veut vendre, on veut acheter des maisons. Et souvent, l'ultime question est de savoir en ce moment, est-ce qu'on est dans un marché d'acheteurs, dans un marché de vendeurs? On en discute et on pose la question à notre invité, Éric Thibodeau, qui est courtier immobilier chez Remax du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, la question est lancée. Aujourd'hui, en janvier, presque bientôt février 2017, sommes-nous dans un marché d'acheteurs ou de vendeurs? Absolument. On est dans un marché d'acheteurs. Pour la simple et bonne raison, excusez-moi, il y a énormément de maisons à vendre sur le marché. Le client a énormément de choix. Il y a une gamme. Dans la région ici, on a des maisons qui peuvent varier de 95 000. On parle de maisons qui peuvent être modulaires ou maisons mobiles, aller à 1 million, 1,5 million. Mais si on y va par catégorie, que ce soit un premier acheteur, un deuxième ou un troisième, il y a le choix. Alors, mon point de vue à moi, c'est l'acheteur. Donc, en ce moment, si vous êtes acheteur, vous êtes, disons, favorisé, vous avez du choix et donc forcément un pouvoir de négociation. Absolument. Bon. En même temps, et on le voit, les statistiques qui nous viennent de la Fédération des chambres immobilières du Québec nous démontrent que 2016 fut une année quasiment exceptionnelle. La moyenne provinciale est d'environ 6 d'augmentation, mais ici, sur le territoire, on parle de 12 d'augmentation, si bien que Saint-Jean-sur-Richelieu se classe à peu près au 6e rang au Québec, alors pourtant que Saint-Jean est la 11e ville en importance au Québec. Comment peut-on expliquer pourquoi qu'en 2016, le marché immobilier de Saint-Jean-sur-Richelieu, le marché de la revente, a connu, disons, un essor aussi important? Bien, statistiquement, si je parle de moi, si je regarde ce que j'ai vécu au cours de l'année 2016, j'ai fait plusieurs transactions de gens qui proviennent de Montréal et de la Rive-Sud qui viennent s'établir à Saint-Jean. Les coûts, comme je vous le mentionnais un petit peu en discutant tantôt, les coûts à Saint-Jean sont beaucoup moindres que la Rive-Sud. Les maisons sont moins dispendieuses ici. On a l'autobus, on est à proximité, on est une proximité vraiment centrale de tout, que ce soit pour aller sur la Rive-Sud, que ce soit pour aller dans les cantons de l'Est. Je trouve qu'on est central ici. Et quand je jase avec mes clients, pourquoi tu t'en viens? Bien, j'ai des gens qui s'en viennent ici pour avoir plus une qualité de vie parce que vivre à Montréal ou vivre sur la Rive-Sud, c'est pas la même chose qu'ici. Bien, ils sont prêts à prendre l'autobus pour aller à Montréal. Ils sauvent des coûts, ils sauvent un paquet de choses pour avoir une meilleure qualité. Donc, la région, actuellement, a un attrait pour des clients qui habitent Montréal ou même qui habitent, je ne sais pas, Saint-Bruno, Candiac, Boucherville, Longueuil ou peu importe, qui, à un certain moment, donc, font le choix de se dire, c'est pas 5-10 minutes de plus parce que principalement, évidemment, ces gens-là, je présume, doivent travailler à Montréal ou, disons, sur la Rive-Sud. Donc, mais on augmente, donc, ce que moi j'appelle le flux migratoire. Donc, vous constatez dans vos clients qu'il y en a beaucoup qui font le choix de s'établir ici, mais qui ne sont pas natifs de la région, là. Absolument. Puis on va remarquer aussi que les gens qui ont 1, 2 ou 3 enfants vont probablement penser à s'en venir ici pour donner une qualité de vie à leurs enfants que de les laisser aller à Montréal dans des endroits ou des artères qui sont... Alors qu'ici, on a des parcs. Même si à Montréal, il y a des parcs, mais la qualité de vie, puis on n'a pas besoin de faire des statistiques. On regarde à Saint-Jean, il y a une surpopulation d'enfants dans les écoles. Ouais. Il y a l'école à Iberville qui est en train d'agrandir, je pense même doubler la superficie, l'école Sacré-Cœur, je crois. Fait que si on analyse tout ça, bien, puis c'est ces gens-là qui s'en viennent ici. C'est pas la personne seule, ou c'est le jeune couple en voie de vouloir un enfant qui vont venir s'établir ici pour les coûts. Et c'est quoi la différence? Disons que vous avez un client de Longueuil, là, puis qui regarde, je sais pas, mais il regarde Saint-Jean, il regarde Chambly, il regarde même peut-être Marieville, Ange-Gardien ou Saint-Césaire, mais ultimement, qu'est-ce qui va être le facteur déterminant pour dire non, je n'irai pas à Chambly ou je n'irai pas à Marieville, je vais aller à Saint-Jean? Depuis le nombre d'années que je pratique ce métier-là, les gens regardent la première chose, un prix. Ça, c'est la première des choses. Puis après, ils vont regarder les besoins. Ça, c'est ce que je constate. Si quelqu'un ou un couple ont une automobile, bien, ils vont vouloir peut-être être proche d'une station où l'autobus va passer.
Alors que si on s'en va s'établir à Saint-Césaire ou si on s'en va s'établir à Richelieu, est-ce qu'il y a du transport en commun ou non? Ils ont-tu une voiture ou deux voitures? Fait que de là l'importance, parce qu'au-delà du courtier, tu dois être à l'écoute de ton client. Hein. Donc ça veut dire que tout développement à l'égard du transport collectif devient un facteur déterminant dans l'achat d'une propriété, Moi, je pense... si la région offre le service. Là. Je pense que oui. Si on prend, exemple, le boulevard Saint-Luc actuellement, bien, de chaque côté, parce qu'il y a un côté du boulevard Saint-Luc qui s'appelle Saint-Jean, de l'autre côté qui est techniquement Saint-Luc, secteur Saint-Luc, bien, tu as l'accès direct qui s'en va à Montréal. Bon. On parlait tantôt, vous avez dit, bon, le prix. Le prix est souvent le facteur premier qu'on regarde pour l'acheteur. Actuellement, sur un territoire comme le nôtre, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'est-ce qui se vend bien et rapidement? Est-ce qu'on parle de propriétés sous la barre des 250 ou sous la barre des 300 000? Est-ce que c'est beaucoup plus long si on a une maison de 350, 400 ou 500 000? C'est quoi le barème actuellement entre le délai de vente versus le prix de la propriété? Très bonne question, parce que une statistique, c'est une statistique. Moi, selon moi, 300 000 et moins, à un prix qui est bien inscrit. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, ton client va t'appeler et il va te dire « Bien, moi, je demande tel prix parce que mon voisin, il a vendu tel prix. Ouais. » Mais il n'a pas regardé que les fenêtres étaient changées, puis il n'a pas regardé l'entourage, il a regardé juste le voisin immédiat. 300 000 et moins, selon moi, quand c'est bien inscrit, ça se vend relativement bien. Et selon moi, le délai va être de 4, 5, 6 mois. Si c'est bien inscrit, il y a des temps dans l'année aussi. Si on met sa maison à vendre au mois de novembre, on risque de vendre au printemps. C'est clair. Mais déménagement pour probablement l'été. Et dans le 300 000 et plus? Plus long. Compétition aussi. Pas compétition pour nous, les courtiers, compétition du client qui veut vendre. Parce que l'acheteur, je vous l'ai dit tantôt, l'acheteur, il a le choix. Il a vraiment le choix. Puis si on monte encore d'une gamme entre 400 et 600 000, bien, les acheteurs ont l'embarras du choix. Alors le vendeur, lui, il doit être patient puis il doit vraiment mettre ça au prix pas inférieur du marché, mais être bien inscrit. C'est la base. Est-ce que les gens évaluent bien leur propriété? Parce que souvent, et je le sais, puis il faut le démystifier, souvent les gens vont référer au rôle triennal d'immobilisation, d'évaluation foncière municipale, qui est un guide d'évaluation pour la taxation municipale. Parfois, c'est en haut, puis parfois, c'est en bas du prix. Est-ce que c'est un bon guide pour les propriétaires quand ils regardent l'évaluation foncière de leur propriété? Aucunement. Aucunement, mais encore là, dépendamment du secteur. Plus le secteur va être récent, plus l'évaluation municipale risque de commencer à refléter. Sauf qu'encore là, si c'est une maison qui est récente, puis que le client a fini son sous-sol, mais qui n'a pas été à la ville pour demander un permis de finition de sous-sol, puis qui a installé une piscine creusée, mais que ça prenait un permis pareil parce que c'est des choses qui sont extérieures, puis qui a aménagé sa maison avec du pavé uni au lieu de mettre de l'asphalte, bien, l'évaluation municipale est bonne pour la ville, est bonne pour le client. Si on peut acheter en bas de l'évaluation municipale, tant mieux, parce qu'on va payer moins cher de taxes. Mais moi, je ne pense pas, dans mon cas à moi, que c'est un critère. C'est un critère de discussion avec un client de l'extérieur. Parce que souvent, à l'extérieur, des villes comme Boucherville, des villes comme Brossard, l'évaluation est très justifiable. Et quand ils s'en viennent ici, ils nous demandent pourquoi tu demandes tel prix, puis qui est évalué 80 000 en bas ou 80 000 trop cher. Pourquoi? On ne comprend plus. On doit expliquer ça aux clients aussi. Parce qu'il fut une époque pas si lointaine, il y a peut-être une quinzaine d'années, au début des années 2000, il y avait un petit essor immobilier, puis on disait « Ah, c'est pas compliqué à Saint-Jean. Tu regardes l'évaluation municipale, tu rajoutes 40 puis ça te donne le prix. Ouais, » Ça, c'est en l'an 2000. Oui. Mais aujourd'hui, en 2017, on regarde l'évaluation municipale, puis on en rajoute ou on en enlève? Ça serait une bonne étude à faire, parce que faudrait prendre puis se casser la tête, dire on prend à la pige 30 transactions, puis on évalue le dossier municipal. Il y a probablement des courtiers ou des clients ou peu importe quoi qui vont dire, bien encore, rajoute 0,12, rajoute... Mais moi, personnellement, je vais en fonction de le comparatif du secteur. Quand le client, vous me parliez tantôt, est-ce que les gens surévaluent leur maison? Bien, ma réponse depuis 27 ans, c'est je ne peux pas vendre des sentiments. Moi, ça ne se vend pas des sentiments. Je ne suis pas capable de les financer non plus, les sentiments. Alors, tu t'installes avec le client puis tu expliques qu'il faut que tu évalues au juste prix. Souvent, ils font le saut. Je présume que pour le client, ça ne va pas être plaisant de se faire dire la vérité. Là. Surtout si on pense que notre propriété vaut plus que le prix que le courtier nous dit.
En effet. Si le client pense que sa maison vaut 350 puis que le courtier dit non, je pense qu'elle vaut plus 300, c'est sûr qu'il peut y avoir une petite déception. Là, je Bien, présume. tout le temps. Ouais. Tout le temps. Il y a les frais de courtage reliés à ça, mais il y a l'ensemble de tout ça. Puis quand tu y expliques qu'en plus, par-dessus le tas, ça vaut tant, puis en plus, il te dit, bien, il me reste 2 ans d'hypothèque, puis je ne rajette pas, tu as une pénalité de 2 ans. Tu jases avec lui, il est en retard sur ses taxes, puis quand tu fais le décompte, tu dis, quand tu vas vendre, il va te rester ça. Ouais. Et ça, les gens ne le réalisent pas. C'est de là qu'ils disent, ben non, on va vendre plus cher. Mais pourquoi on vendrait plus cher? Parce que ça ne vaut pas ça. Est-ce que ça aussi, ça devient un élément, puis ça m'amène à l'autre question, parce que vous travaillez dans un marché qui est quand même très compétitif. Il y a peut-être, disons, on arrondit, là, peut-être 150 courtiers immobiliers sur le territoire. Il y a différentes bannières. On peut vendre soi-même ou vendre avec un courtier. Ultimement, ça reste le choix du client. Mais quels sont les avantages ou les désavantages de faire ce choix-là? Parce que le client peut très bien dire, bien là, ma maison vaut moins cher que je pensais, puis là, en plus, bien, il va falloir que je paye la commission au courtier. Fait que dans le fond, je vais peut-être m'essayer, puis je vais vendre moi-même ou avec des bannières qui vont m'aider pour le faire. C'est quoi, c'est quoi à ce moment-là le choix qui est devant nous pour le client? Tu as des courtiers qui vont solliciter ce type de gens-là qui veulent vendre eux-mêmes. Ils vont les appeler pour aller chercher de la business. Si je te parle de moi, quand le client m'appelle et qu'il me dit « Écoute, je vends par moi-même, as-tu des conseils? » J'essaie de discuter avec lui. Mais moi, je laisse le libre choix à la personne. Parce qu'il me dit « Tu charges trop. Ta commission, c'est trop dispendieux. » Moi, je réponds encore une fois parce que, comme je te disais, des fois, tu as toujours la même chanson. Tu as le choix dans la vie de te séparer à l'amiable ou de prendre un avocat. Si tu prends un avocat, ça va se faire selon les règles de l'art, puis tout devrait bien se passer en principe. Tu as des bons puis tu as des mauvais avocats, tu as des bons garagistes, des mauvais... Et voilà. C'est la même chose pour un courtier. Le courtier, c'est une relation d'affaires que tu dois avoir avec ton client. Fait que ton client, là, si tu veux le rassurer puis dire « Moi, ça va te coûter tant, mais j'ai une équipe en arrière de moi. C'est pas l'équipe Remax. Je suis un travailleur autonome qui travaille pour Remax, mais j'ai mes contacts d'arpenteurs, j'ai mes contacts d'avocats, j'ai mes contacts de notaires, j'ai mes contacts de banque. C'est de dire au client, si toi, tu veux vendre toute seule et que tu as un problème, est-ce que tu es capable de le régler? C'est juste ça, la situation. Parce qu'il y a des transactions que tu peux mettre une pancarte en avant de chez vous, puis tu vas la vendre toute seule, puis ça va se faire comme très bien. Puis il y a d'autres situations, en conséquence de cause aussi, que ce soit des amis à moi ou des clients, qui ont essayé de vendre, puis dans la transaction, ils t'appellent. « Éric, on a un petit problème, peux-tu m'aider? » Je veux bien l'aider, mais dépendamment de la situation, est-ce que je vais m'interposer dans un dilemme qui est déjà là? Ça ne m'intéresse pas. Là, tu passes pour le pas bon. Fait que c'est le choix au client qui décide de vendre par lui-même, bien bravo, je le laisse aller, puis fais ce que tu as à faire, puis c'est correct. Je pense que tout le monde a le droit de s'essayer, tout le monde a le droit de vendre, mais je souhaite juste pas qu'il y ait des problèmes. En cours de route. En cours de route. De là, l'importance du courtier. 2017 est amorcé. Vous avez un relatif, disons, un bon début d'année. Là. Pour ce qui est du mois de janvier, la majorité des courtiers semblent avoir des hausses au niveau des ventes. Mais à quoi vous vous attendez pour le reste de l'année? La semaine passée, on était dans une petite réunion à Laval. Quelques courtiers, c'était un choix d'y aller ou pas, qui durait 2 jours. Et j'ai été épaté de certaines discussions, dont les statistiques. Il annonce 2017 une baisse entre 6 et 10 % au Québec. C'est toujours une statistique. Moi, je ne m'attends pas à cette baisse-là à Saint-Jean, selon moi. Si je me fie à moi, j'ai un début d'année qui est très bon. Je regarde mes collègues, mes courtiers, mes compétiteurs aussi, puis ça bouge beaucoup. À cette heure, est-ce qu'il va y avoir un relâchement au cours des... Je ne sais pas. Mais je ne m'attends pas à cette baisse-là, statistiquement, de 6 à 10 %, j'y crois pas. Qu'on a une petite baisse, oui, mais pas de 6 à 10. Éric Thibodeau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des différents enjeux dans le domaine de la santé, notamment pour les travailleurs et les professionnels du réseau, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Parlons de santé, parlons principalement des travailleurs du réseau de la santé ici dans la région du Haut-Richelieu-Rouville. Parlons des enjeux. Entre autres, il y a des enjeux syndicaux, disons, à très, très court terme. On en discute avec deux invités. D'abord, la présidente du syndicat des professionnels de la santé au Richelieu-Rouville, FIC, Sylvie Jovin. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de son vice-président section CHSLD, Marc Tremblay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, là, évidemment, on le sait, il y a eu l'abolition des agences, l'abolition des C3S, la création des CIS, dont ici le Centre intégré santé et services sociaux Montérégie-Centre, qui englobe l'ancien C3S au Richelieu-Rouville et l'hôpital Charlemagne. Là, évidemment, au niveau syndical, vous êtes rendu à l'étape où vous devez vous fusionner. Quelles sont les étapes ou l'échéancier que vous devez rencontrer? Mais je vous dirais que l'exécutif de Charlemagne et notre exécutif à nous, depuis environ 1 an et demi, on fait des travaux, justement pour en arriver au moment où ce que la décision du tribunal administratif du travail, l'ancien CRT qu'on connaissait plus sous ces termes-là, était pour nous dire comme quoi qu'on était officiellement un syndicat. Parce que contrairement à d'autres secteurs de la Montérégie-Centre, on n'a pas de vote à faire. Parce que les Montérégie-Ouest et Montérégie-Est, à l'heure actuelle, depuis le 30 janvier, sont en période de vote pour décider quel syndicat va les représenter. Et ça va aller jusqu'au 24 février. Donc, nous, sachant qu'on n'a pas de vote à faire, on est déjà très actifs à mettre en place le nouveau syndicat. Ça veut dire que dans le cas de l'Est et de l'Ouest, est-ce qu'on parle à ce moment-là de période de maraudage, c'est ça? Donc, les gens pourraient choisir un autre syndicat. Mais pourquoi, dans votre cas, à vous, Montérégie-Centre, l'affiliation FIC est automatique, disons? Parce que Charlemagne était un syndicat FIC et Saint-Jean était un syndicat FIC. Contrairement à l'Ouest et à l'Est, il y avait d'autres centrales syndicales qui étaient impliquées. Bon. Oui. Vous avez combien de membres ici au Richelieu-Rouville? Autour de 1300 membres. Et Charlemagne? 1600. 1600. Bon. Vous dites que depuis 1 an et demi, vous avez des travaux préparatoires. Parce que là, ultimement, là, vous aurez l'obligation de vous fusionner. Là, dans le fond, ce que je comprends, c'est quoi? C'est la date qui est inscrite au tableau, c'est le 17 mars prochain? Oui, on vient d'avoir une date, je dirais, dans les 2 dernières semaines, parce qu'on avait comme 21 avril qu'on était pour avoir cette décision-là. Mais là, il y a eu une décision considérant le fait que nous, on a un établissement où ce est Optilab. Oui. Et donc, on va avoir les CIS ou les CIUS qui ont Optilab vont avoir une décision plus rapide que les autres, comme Montérégie-Est ou Ouest. Nous, en théorie, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on était pour l'avoir le 17 mars. Donc, le 17 mars, il y aura donc un syndicat FIC fusionné pour tout le territoire du 6 Montérégie-Centre. Mais par contre, les élections, elles, auront lieu après. Oui. À l'heure actuelle, au 17 mars, on va avoir un exécutif qu'on appelle un exécutif provisoire. Ouais. Je vais assumer la coprésidence avec le président de Charlemagne. C'est une décision qu'on a prise, les deux exécutifs ensemble. Et l'exécutif provisoire va être composé des membres de l'exécutif de Saint-Jean et les membres de l'exécutif de Charlemagne. Bon. Et à quel moment les élections auront-elles lieu, ultimement? À l'heure actuelle, on est après travailler sur les dates et je vous dirais que début juin, ça devrait être fini. OK, donc d'ici l'été, là. Oui, bon. oui. Marc Tremblay, c'est quoi les impacts dans votre milieu de travail auprès des gens que vous représentez? Vous êtes principalement, évidemment, dans le secteur CHSLD, mais tout ce brasse-camarade de fusion de syndicats, puis sans compter aussi les autres décisions du gouvernement qui viennent certainement créer certains impacts dans votre travail. C'est quoi les enjeux que vous vivez en ce moment? Les enjeux, dans le fond, à partir du 17 de mars, on va avoir 18 mois pour négocier notre convention collective locale. Parce que présentement, à Haut-Richelieu-Rouville, on a une convention locale et du côté Charlemagne, ils ont une convention collective. Fait que ça va nous en prendre une pour les deux. Dans le fond, à partir du 17 mars, on va avoir 18 mois pour la négocier avec l'employeur. Bon, qui va être, dans le fond, le 6 Montérégie-Centre. Oui. Bon, la convention locale versus la convention nationale, c'est quoi les différences entre les deux? Dans le fond, le local, c'est tout ce qui touche directement aux employés du Haut-Richelieu-Rouville et Saint-Jean-sur-Richelieu et Charlemagne. Dans le fond, la liste de rappel, les fériés. Les horaires? Les horaires, oui. Tout ça, c'est tout touché. Tous des trucs qui se décident localement, ça? Oui, c'est exactement ça. Bon. Là, évidemment, la question qu'on se pose, puis tout le monde se la pose même, puis pas juste pour le personnel syndiqué, j'ai déjà posé la question à des cadres. Il y a plus de membres à Charlemagne qu'il y en a dans Haut-Richelieu-Rouville.
Et on a l'impression en ce moment, puis même c'est les travailleurs qui nous disent ça, on a l'impression qu'on se fait souvent dire que la mise à niveau, elle se fait avec Charles Lemoine. Est-ce que ça, vous le sentez? Est-ce que syndicalement aussi, dans vos pratiques, est-ce que vos conventions sont si différentes l'une de l'autre? Comment avez-vous des appréhensions à l'égard de ça? Les conventions ne sont pas si différentes. La base des conventions collectives locales sont relativement les mêmes, sauf que c'est sûr qu'il y a des différences. Au niveau de l'application, nous, ce qu'on veut que les gens comprennent, c'est que les gens de Saint-Jean, ils vont voir la convention collective, comme Marc l'a dit tantôt, on va suivre la convention collective locale de Saint-Jean, et les gens de Charlemagne vont continuer de maintenir la convention collective locale de Charlemagne. C'est dans 18 mois à partir de la date qu'on prétend du 17 mars que là, les fusions, on va avoir une convention collective. Mais pour ce qui est de l'envahissement, je pense que c'est naturel là, de dire qu'à partir du moment où il y a un établissement qui fusionne avec un autre, qu'il y a plus de membres. Que l'autre est plus gros. C'est ça. Mais au niveau de la pratique, c'est sûr qu'il y a une harmonisation de la pratique qui est envisagée par les directeurs, que s'il y a une pratique qui est faite à Saint-Jean, qui est différente de Charlemagne, bien, pour eux autres, la vision, c'est qu'on va en arriver à prendre le meilleur des deux pour arriver à la pratique. C'est ça qui... En même temps, les marchés, les milieux ont tellement l'air différents. La clientèle au Richelieu-Rouville, clientèle Charlemagne, c'est deux mondes. Est-ce qu'il va y avoir quand même des trucs qui pourront, disons, d'un côté être appliqués et pas de l'autre, ou si ultimement vous avez vraiment une pression d'arrimer tout ça et d'avoir vraiment une mise à niveau, que les mêmes pratiques, les mêmes protocoles, pas de différence, la même affaire Charlemagne et au Richelieu-Rouville? Est-ce que c'est ça le but ultime ou on peut respecter encore un minimum de différence? Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, nous, on cherche à maintenir nos acquis. Autant comme Charlemagne veut les maintenir, c'est à la direction à nous faire la preuve comme quoi que c'est la meilleure pratique. Nous, on veut, c'est pas juste dire qu'on change pour changer, là. Au même titre que Charlemagne, nous autres ici, ils ont des choses qu'ils ne veulent pas que ça soit nécessairement fait comme Saint-Jean. Mais ça va être l'avenir qui va nous déterminer. Là. Ça, on va le voir dans 18-20 mois ou à peu près. C'est ça, oui. Au même titre que au moment de la fusion administrative en 2015, je me souviens que j'ai parlé aussi de l'offre de services qu'il y avait entre CLSC Richelieu et CLSC Vallée-des-Forts, qu'on avait changé l'offre de services. Mais est-ce que c'est la même chose qui va arriver avec Charlemagne quand au fil des mois qui vont suivre? Ça, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Là, ça veut dire, Marc Tremblay, donc, quand on va fusionner là, les listes d'ancienneté, ça veut dire qu'un employé de chez vous va être sur la même liste d'ancienneté que l'employé de Charlemagne. Donc, ça veut dire que, bon, quand on a le poste, ça va, mais à partir du moment où on veut, disons, poser sa candidature sur un nouveau poste, ça élargit de beaucoup le territoire à ce moment-là. C'est sûr que ça va devenir très grand. Il y a eu un peu d'inquiétude de nos membres il y a à peu près 6 mois. Il y en a qui pensaient déjà qu'ils pourraient aller travailler à Charlemagne. Ça fait qu'on les a rassurés que ça fallait faire la négo locale. Mais c'est sûr qu'on va voir avec la négociation comment que ça va pouvoir s'arrimer tout le grand territoire qu'on va couvrir. Là. Est-ce que ça veut dire ça que, disons que moi, je suis infirmier sur une liste de rappel, puis que là, mon patron me dit, bien, aujourd'hui, tu travailles à Chambly, demain, tu es à Saint-Césaire, puis après-demain, tu es à Charlemagne? Techniquement, oui. Avec la dernière convention collective, il n'y a plus de liste de rappel. Toutes les infirmières auxiliaires, thérapeutes doivent avoir un poste au minimum 2 jours par semaine. Donc, la liste de rappel qu'on se souvient il y a 10-15 ans, où est-ce que tu rentrais dans un hôpital ou un CHSLD, tu étais sur appel, tu attendais toujours le téléphone pour toutes les journées de travail, ça ne devrait plus se faire à l'heure actuelle. Donc, il y a des postes, les gens ils ont des postes, ils ont des secteurs par rapport à leur poste. Puis c'est sûr qu'avec la négo locale, on va travailler là-dessus pour justement empêcher les gens à aller travailler sur un très grand territoire. Oui, essayer de limiter le plus possible parce que présentement, comme on a des postes atypiques, mettons, il y a des postes atypiques secteur nord. Ça veut dire Centre Marieville, Centre Sainte-Croix, Val-Joli qui est à Saint-Césaire, ainsi que Saint-Joseph qui est à Chambly. Après ça, on a le côté du côté sud, qu'on appelle ça, Centre-Gertrude-la-France, Centre-Georges-Faneuf, ainsi que Champagnat. On avait limité ça lors de la dernière négociation locale.
on va essayer de limiter le plus possible le va-et-vient lors de la prochaine. Et du côté de Charlemagne, est-ce qu'il y avait ou non dans leur C3S un CHSLD? Non. Oui, Il y en avait un, je pense, c'est ça? Non, 3. Non, 3. 3. OK, donc il y a quand même 3 CHSLD à proximité de Charlemagne? Oui. Puis de notre côté, on en a 6. OK. Est-ce que vos membres sont, disons... Parce que là, il doit y avoir une multiplication de réunions, là, je présume, d'ici tout ce temps-là. Là. Oui. On les a avisés comme quoi on était pour savoir de façon... parce que ce qui est clair, c'est que considérant le nombre de membres qu'on va avoir, on est pratiquement à 3000. C'est que on a trouvé avec l'exécutif provisoire, on a trouvé une façon de rencontrer nos gens, autant du côté de Charlemagne que de Saint-Jean. On va avoir adopté nos statuts règlements, donc, puis ensuite les prévisions budgétaires. Ensuite, on va avoir les élections, donc on va se voir, puis sans oublier le quotidien de chaque syndicat. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances. Merci. Bien, merci beaucoup. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Très bientôt, le Centre de femmes va organiser la Journée internationale des femmes. On va attribuer la bourse Carrie de Ric pour les jeunes femmes qui font des études dans le domaine scientifique. Vous avez jusqu'au 28 février pour les appels de candidature. Nous, notre prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain pour le prochain. ericlatour.com. Bye-bye.